sans prendre davantage de retard et tout en laissant le temps aux personnes qui nous rejoignent de pouvoir s'installer tranquillement, nous allons ouvrir cette rencontre qui s'intitule « Écrire l'histoire des Indiens d'Amérique » par une expression artistique qui remonte jusqu'à la nuit des temps. Et je vais vous demander d'accueillir avec une belle salve d'applaudissements quelques jeunes chanteurs traditionnels qui vont venir chanter pour vous en ouverture de ce débat. Merci à Kwana Larose, à Jared Brown, à Rodney Stanger, Lakota Clermont et Stéphanie Clermont. L'histoire n'est pas une chose morte. The history is not a dead thing. It's very much alive. And we had a great proof listening to those singers. Et l'histoire est une chose vivante et on en a eu une belle preuve en écoutant ces chanteurs. Vous l'avez vu pendant cette 10e édition du Festival America, les voix autochtones sont présentes un peu en fil rouge tout au long de cette programmation et ces voix qui ont longtemps été réduites au silence, eh bien, nous les entendons de plus en plus et peut-être que dans un contexte assez
difficile, qui est celui de l'humanité au bord de tous les périls liés à l'extinction d'espèces et au réchauffement climatique, peut-être qu'elles peuvent venir nous rappeler quelque chose. En tous les cas, l'histoire est là aussi pour nous faire réfléchir au présent. History is also there to make us think about the past. Et on va parler de écrire l'histoire des Indiens d'Amérique avec deux seulement participants. Pekka Hemelainen vous adresse ses excuses, il ne se sent pas très bien et il ne prendra donc pas part à cette rencontre. Et deux des historiens et auteurs présents avec nous aujourd'hui sont parmi ceux qui ont contribué à rénover un peu la vision et l'image des peuples autochtones en Amérique du Nord. Vous leur traduisez peut-être ou vous le faites après? Oh, ok, parfait. Je vais commencer par Charles Seaman, qui est journaliste et écrivain, qui a beaucoup travaillé sur la vision des mondes dits précolombiens et qui a écrit, il y a de cela plus d'une dizaine d'années, un livre, 1491, qui a été traduit dans le monde entier et qui a contribué à dresser un portrait de ce qu'étaient les Amériques avant le voyage de Christophe Colomb, qui a eu lieu l'année suivante et qui dresse un portrait de l'Amérique autochtone avant l'arrivée des Européens. Il a récidivé après avec un livre intitulé 1493 qui montre combien la rencontre entre l'ancien et le nouveau monde a été d'une certaine façon le commencement de la mondialisation que l'on a imaginé, nous, être assez récente et finalement elle a commencé avec ce que l'on a appelé l'échange colombien, c'est-à-dire tout ce qui est venu du Nouveau Monde s'est disséminé à travers le reste de la planète et a changé la façon de vivre et de penser, et qui est en train de travailler à un nouvel ouvrage, et on en parlera tout à l'heure, puisqu'il est au cœur de notre problématique d'aujourd'hui, sur l'Ouest américain à travers le temps. À ses côtés, Andrés Reséndez, qui est historien universitaire, qui enseigne à l'Université de Californie, qui est né à Mexico et qui s'intéresse, lui, à l'Amérique coloniale, cette Amérique de la rencontre entre différents univers, le monde autochtone, bien évidemment, mais aussi les puissances coloniales que peuvent être l'Espagne et aussi, bien entendu, celles qui ont été à l'œuvre en Amérique du Nord, parmi lesquelles les Français, les Anglais et plus tard les Américains, les Hollandais, les Espagnols, les Russes. Le continent a été riche d'enjeux et qui a récemment publié en France un livre sur l'autre esclavage, celui des peuples amérindiens, qui a été un esclavage qui a préexisté avant l'arrivée des premiers esclaves noirs en Amérique du Nord et qui a aussi retracé tout le périple indien de l'explorateur espagnol Cabeza de Vaca. Ces livres sont disponibles au Salon du Livre, chez leurs éditeurs respectifs, les éditions Albin Michel et les éditions Anacarsis. Alors, une première question pour vous, messieurs. C'est vrai que le monde indien occupe une part importante de l'expérience nord-américaine. Comment en êtes-vous arrivé en tant qu'historien et avant tout peut-être en tant qu'individu, parce que vous êtes devenu historien un peu plus tard. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à ce que bon nombre de vos citoyens jugent plutôt non dignes d'intérêt? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été interpellé par le monde indien, par ces Amériques indiennes au pluriel? Andrés Reséndez. Yes, thank you, Francis, for the good question. I really like very good stories. And ever since I was a child, I was blown away by this story of 300 Spaniards washing up in the Florida Peninsula, and after a series of mistakes being dwindled down to only 4 survivors, 3 Spaniards in commanding positions and 1 African slave. And these 4 individuals
lived as slaves to the indigenous peoples in that area in the Gulf of Mexico rim for a period of 6 years, and then they remade themselves into healers, and that's how they were able to travel through the rest of North America. And so that's the story that brought me first to try to understand, so what is it to be enslaved by the Indians of the coast of Texas? And second of all, these 4 survivors, these 4 castaways, the first other Europeans that they encountered were slavers moving from central Mexico into what is now northwestern Mexico and the United States. So this was the cutting edge of the Spanish Empire moving into the heart of North America. So I became also very interested in this question of Indian slavery. Oui, merci Francis pour cette... oui, merci Francis pour cette très bonne question. Bien, en fait, moi, ce que j'aime, c'est donc les super histoires. Quand j'étais enfant, en fait, j'ai été fascinée par cette histoire de 300 Espagnols qui se sont échoués sur la péninsule de la côte de Floride et qui, suite à toute une série d'erreurs, se sont retrouvés à 4. En fait, il y avait donc 4 Espagnols. C'est d'ailleurs, pour être plus précis, il y avait 3 personnes qui étaient espagnoles et il y avait un esclave africain. Et donc, ils ont vécu en tant qu'esclaves de la population indigène locale pendant 6 ans dans le golfe du Mexique. Ils sont devenus, en fait, comment on dit ? Guérisseurs, voilà, des guérisseurs. Et ils ont ils se sont, 6 ans, au bout des 6 ans, ils se sont transformés en guérisseurs et ils sont partis vers l'Amérique du Nord. Et en fait, ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant, cette histoire de gens qui commencent par être eux-mêmes réduits en esclavage sur la côte du Texas et qui, donc ce sont 4 Européens, et quand ils commencent à se déplacer, dès qu'ils rencontrent des Européens, les premiers Européens qu'ils rencontrent, ce sont des gens qui viennent réduire d'autres gens en esclavage. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant de cette... Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'esclavage en Amérique du Nord, c'est que du coup, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est que l'esclavage indien, des Indiens? So I was raised in a small town in the state of Washington, in the far northwest of the United States. I was a mile or so away from the Tulalip Reservation. And it was at a time when I was growing up when there's tremendous amount of protest at the way Indians were being treated in the United States, particularly in the area that I was. And I was always struck, first, they were being treated badly, and very differently from the people who look like me, but also you would hear them say, we've been here for thousands of years. And it just struck me as an enormous thing that my ancestors have been in the United States for 400 years. They literally came across on the Mayflower, but I was a newcomer compared to them. And I thought, why is my history that I learned in school beginning with my ancestors when these people have been here for thousands of years? It never occurred to me really to write anything about it until I was in my 20s, and I went to Yucatan for the first time, and I saw the Maya ruins. I don't know if any of you have seen them, but they're huge. They're absolutely extensive. They go for miles and miles. I'd lived in Rome, and these are much, much bigger, and to my eye, just as sophisticated. And I thought, there's this extraordinary world there. Somebody should write a book. Je viens d'une petite ville dans l'État de Washington, dans le nord-ouest américain, pas très loin d'une réserve indienne. Et quand j'étais jeune adulte, il y avait pas mal de protestations contre le mauvais traitement infligé aux Indiens, notamment dans ce coin-là. C'est vrai que les Indiens étaient très, très maltraités, beaucoup plus mal que moi-même, alors qu'eux étaient là depuis des milliers d'années, alors que moi, mes ancêtres sont arrivés à bord du Mayflower au début du XVIIe siècle. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que l'histoire qu'on m'enseigne à l'école commence avec moi, avec mes ancêtres, alors qu'eux, ils sont là depuis bien, bien plus longtemps. Et puis après, j'ai voyagé, je suis allé au Yucatan, j'ai vu les ruines mayas qui sont colossales, gigantesques, beaucoup plus qu'à Rome, où j'ai par ailleurs vécu. Et je me suis dit, voilà une civilisation extraordinaire, il faudrait écrire un livre là-dessus.
Et alors, quand avez-vous décidé, l'un comme l'autre, que cette histoire-là, l'histoire des peuples autochtones d'Amérique, allait devenir votre histoire et que vous alliez travailler à établir leur histoire? Andrés. Okay, I can go. Well, for the specific case of Indian slavery, it posed a challenge because African slavery is a well-established field, and there are many records. You have these Africans needed to cross an ocean in order to get to the New World. They were disembarked in the New World, and there were port records that historians have traditionally looked at. And because the institution of African slavery was legal, you could find them in an assortment series of documents like wills and bills of sale, etc., newspaper notices. So it's very easy to document that kind of slavery. When I started thinking about the phenomenon of Indian slavery, I found that even though it is completely the entire continent is overrun by it, it is a little more diffuse. And because the Spanish Crown very early on outlawed the enslavement of Native Americans, then people either didn't write about it or wrote about it, giving it names that were essentially legal subterfuges and euphemisms, etc., to refer to this institution, and in a multiplicity of different concepts. So my first problem was finding the records. There is a paper trail. So we know that this institution took place in many parts of the Americas and unfolded from the 16th century all the way to the 19th century. But you need to be very careful about looking at the sources and locating the sources. So that was a first challenge. But perhaps the greatest challenge was conceptual, because historians have looked at some of these institutions of coercion that go by very different names. So for example, if you look at the specialists in the Spanish colonial world, you will find specialists in institutions like encomienda or repartimientos. These are very clear institutions. And it's fine to do studies of those. I mean, it is essential because we need to know what they are. But it is just as important to understand that these institutions existed because slavery was prohibited. And so these were the attempts to get around this prohibition. And so it is only until you realize that because this is the colonial terminology, and we as historians in the 21st century are adopting the colonial terminology, but we need to understand that this is how the 16th century Spanish wanted you to see the world, because they wanted to get around this prohibition against Indian slavery. Pour ce qui est du cas précis donc, de l'esclavage des Indiens d'Amérique, j'ai été confrontée immédiatement à un problème qui est que quand on regarde l'esclavage des Africains, il existe des archives, puisque l'esclavage des Africains, ils partaient de l'Ancien Monde, ils traversaient l'Atlantique, ils arrivaient jusqu'au Nouveau Monde, et donc il y a des archives qui permettent aux historiens d'étudier cela. Et de plus, c'était un esclavage qui était légal, donc il était documenté, ce qui fait qu'on en trouve des traces dans toutes sortes de documents, comme par exemple des testaments, des actes de vente ou des annonces tout simplement. Donc c'est beaucoup plus facile d'étudier cet esclavage-là, celui des Africains. En ce qui concerne l'esclavage des Indiens, même s'il était présent sur l'ensemble du continent, d'une certaine manière, il était un peu plus diffus. Et c'était également dû au fait que la couronne espagnole, très rapidement, l'a interdit. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'écrit, très peu, ou alors s'il y en a, les choses sont décrites en utilisant une sorte de subterfuge ou d'euphémisme dans la langue pour décrire les choses. Et ce qui fait qu'on ne voit pas forcément de quoi il s'agit quand on regarde comme ça.
Ce qui fait que ça crée toute une série de concepts. Et le problème, quand on lit les archives, quand on lit cette trace écrite, on sait qu'il y avait cet esclavage aux Amériques du XVIe jusqu'au XIXe siècle, mais il faut être extrêmement prudent quand on étudie les sources. Et en fait, le plus gros problème, d'une certaine manière, il est conceptuel. C'est-à-dire que les historiens, quand ils étudient, il faut qu'ils comprennent que la coercition, elle était décrite par les Espagnols en utilisant du monde colonial, en utilisant certains noms. Donc il y a encomienda, repartimiento, etc. Donc ça, ce sont des concepts qui sont extrêmement clairs. Donc c'est pas très compliqué de les étudier et c'est très important de savoir que ça existait. Mais ces concepts-là, ils existaient parce que l'esclavage était interdit et c'était une manière de contourner l'esclavage. Et donc, ce qui est important quand on étudie la terminologie qui était utilisée par les colons espagnols, c'est de bien comprendre ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne devons pas adopter directement comme ça leur terminologie sans essayer de la comprendre. Il ne faut pas qu'on se laisse influencer par ce qu'ils essayaient de nous dire. Parce que ce sont des mots qui ont été inventés pour contourner quelque chose qui n'était pas légal. Well, I have a confession to make. I kind of lied. I didn't say somebody should write a book. Alors j'avoue que j'ai un peu déformé la réalité. Je me suis pas dit il faudrait que quelqu'un écrive un livre sur ce sujet. What I really said was, I bet you somebody has written a book about the pre-Columbian Americas that I want to read. Je me suis plutôt dit je suis prêt à parier que quelqu'un a déjà écrit ce bouquin sur l'Amérique précolombienne et il faut vraiment que je le lise. So this was before the internet, and I would go to bookstores and say, I want to read a book about the history of the Americas before Columbus. I know somebody has written this book. Donc c'était avant Internet évidemment, donc j'ai écumé toutes les librairies et bibliothèques que j'ai pu trouver en disant je suis persuadé que ce livre existe, aidez-moi à le trouver. Finally, a bookseller said, there isn't such a book. I know. And I thought, well, maybe me? And so I met, I was friendly with a Lakota writer named Vine Deloria, who I greatly liked. And I was telling him, oh, I have this idea, but I don't know if I'm the right person. Bon, et donc finalement, non, on m'a toujours dit que décidément ce bouquin n'existait pas, et donc je me suis dit, moi peut-être. Et donc j'ai fait la connaissance de cet historien Lakota, Vine Deloria, avec qui j'ai commencé à parler. And he said, quit whining. Arrête de te plaindre, m'a-t-il dit. Just write the book. And I said, what if it's bad? And he said, the world is full of bad books. Il m'a dit, arrête de râler, va écrire ce bouquin. Oui, mais s'il n'est pas bon, mais c'est pas grave, le livre est rempli, le monde est rempli de mauvais bouquins. But the world is not full of bad books by you. Ah, mais le monde n'est pas rempli de mauvais bouquins que toi tu as écrits. So it at least will be unique. Donc au moins celui-là, il sera unique. Okay. Eh ben d'accord, banco. Est-ce que vous seriez d'accord tous les deux si on peut dire que dans l'histoire américaine en général, celle des peuples autochtones n'a pas forcément été présente, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce que l'histoire, pendant longtemps, vous est apparue comme étant finalement teintée politiquement? Est-ce que l'absence de la contribution des peuples autochtones était volontairement passée sous silence? I was asking about, the place of Native peoples in the larger context of American history has been, in a way, the history of silence people. So history sometimes obeys to ideology. We know that, and what is your perspective on, for such a long time, history gave almost no room to Native people. Why is that, to your opinion? Well, I have to say it's different in different parts of the Americas. And one of the strange things is that in Mesoamerica, in Mexico,
indigenous people were always seen as part of the social fabric and part of the history, even as they were being systematically denied their rights. It's extremely strange. Différentes parties du continent américain, différentes réalités. Dans l'Amérique médiane, dans le Mexique par exemple, les populations indiennes ont toujours fait partie de la société, même si en même temps, c'est très curieux, on leur rognait leurs droits. In North America, where the population was less to begin with and the slaughter was more complete, the population of Native people declined terribly. And you can see in history books from the US, as the contemporary population goes down, the presence of Native people in those books goes down. Until about 1900, there's a trope, there were really hardly any Native people, and they didn't do anything. So who cares about them in the end? And they just completely vanish from the textbooks because they were thought to be, do you know this word, inconsequential? Okay. En Amérique du Nord, par contre, c'était très différent. La population indigène s'est très rapidement effondrée. Et du coup, avec la disparition numérique de ces gens-là, leur disparition des livres d'histoire a été tout à fait concomitante. Jusque dans les années 1900, par exemple, on partait souvent du présupposé que les populations indigènes, de toute façon, n'existaient quasiment pas, qu'elles n'avaient jamais rien fait d'intéressant, qu'elles prêtaient à aucune conséquence et donc ne méritaient aucun intérêt. One central theme of our session, I hope, is to distinguish between how to properly write the history of Native peoples on the one hand, and Native peoples as a symbol or as a tool on another. And just to go a little deeper into what Charles said in the case of Mesoamerica or Mexico, the entire Mexican nation is based on this indigenous symbol. If you look at the flag of the Mexican nation from the very beginning, when it became independent from Spain in the early 19th century, it had these eagle standing on a prickly pear and devouring a serpent, which was the symbol that the Aztec Empire used where they founded their empire. So there was a complete coincidence between the Aztec Empire and the Mexican nation. At the same time that this is happening, Native peoples within Mexico are being relegated to the bottom rank of society. So there's a very clear distinction of what's happening, how we can tell the history of the living Native Americans as opposed to the symbol or the image that is being used by the state and by elites and by others to think about that. So this is something that we need to distinguish as we go forward in this discussion. Donc je pense qu'un élément central, un thème central qu'il faudrait retenir de notre séance maintenant, c'est que en fait, il faut distinguer deux choses. D'un côté, il y a l'histoire des Amérindiens, et de l'autre côté, il y a le symbole qu'ils représentent. Et c'est pour aller approfondir un peu sur ce que disait Charles tout à l'heure. Lorsqu'on parle de Mésoamérique, quand on parle du Mexique, on voit en fait que c'est le symbole qui souvent l'emporte. Par exemple, dès le début au Mexique, dès le début de l'indépendance de l'Espagne au XIXe siècle, tout de suite le symbole sur le drapeau, c'est un aigle qui dévore un serpent. Et ça, c'est repris directement de l'Empire aztèque, dès le début de la fondation même de l'Empire aztèque. Donc il y a une coïncidence directe dans le symbole entre les Aztèques et le Mexique. Et en même temps que ça arrive, on s'aperçoit que les indigènes au Mexique sont renvoyés au plus bas de l'échelle sociale. Donc il faut bien faire attention, quand on étudie ça, à faire la différence entre les indigènes qui vivent actuellement en Amérique et le symbole qu'ils représentent et qui est utilisé aussi bien par les États, par des élites ou par d'autres. Donc c'est très important de faire la distinction, de faire la différence entre ces deux éléments. On dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. En fait, depuis quelques années, en Amérique du Nord, principalement, on voit surgir une nouvelle façon d'écrire l'histoire, qui est une façon qui a tendance à envisager de regarder les choses d'une autre perspective.
Souvent, peut-être aussi, de regarder les choses à la place de ceux qu'on a appelés les vaincus et de faire appel à d'autres disciplines. Est-ce que vous pourriez nous parler, l'un comme l'autre, de ce que représente ce mouvement historique aujourd'hui, de ce que ça signifie pour vous, et en quoi est-ce que c'est de nature à enrichir de façon considérable la vision que nous avons de l'histoire et du passé, notamment des peuples autochtones? Yes, indeed. I was a little late in coming to this change because when I did my graduate work at the University of Chicago in the 1990s, the so-called new social history was well underway. And this idea that we had focused too long on just the elites. It's not that that story is wrong. I mean, the elites are very important. But that's not there is. There is a lot more that has escaped the view of the historian. And so, so I was very much in that generation that wanted very much to broaden the vision, to expand our understanding of these non-elite groups. And that's partly also what led me into these topics of Native history. I mean, it is hard to disagree with the notion that the Spanish Empire or the Mexican state has played a leading role in the events that have unfolded in this region that I study. But oftentimes we overestimate the autonomy or the ability of these elites because they are, after all, constrained by vast groups of people that have their own interests, that are every bit as smart as we are, and every bit as resourceful as we are, and they have also been a protagonist. So it was this idea. So it was basically part of my formation as a historian to try to get at this history. Oui, effectivement. En fait, moi-même, j'étais un peu en retard en fait, dans ce mouvement. Parce que quand j'ai commencé mes études de graduate aux États-Unis, à l'Université de Chicago dans les années 90, ce mouvement qu'on appelle un peu la nouvelle histoire sociale avait déjà commencé. Et l'idée centrale était déjà bien entamée. Et l'idée, c'était que on s'était un peu trop jusqu'à là penché sur les élites, ce qu'elles avaient fait, ce qu'elles avaient pu faire et pas faire. Et bien entendu, c'est important, mais ça n'est pas l'essentiel. Il y a plus derrière, et l'idée, c'était que les historiens devraient essayer de comprendre le reste. Alors moi, donc, je faisais vraiment partie de cette génération qui a voulu élargir son champ d'études, sa vision, pour bien comprendre quel était le rôle des groupes en dehors de cette élite. Et c'est en partie comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux Amérindiens. Parce que finalement, quand on réfléchit à l'Empire espagnol ou qu'on réfléchit à l'État mexicain, c'est assez facile de comprendre les raisons, leur rôle et les raisons pour lesquelles ils ont fait telle ou telle chose. Mais bien souvent, ce qui avait été fait jusqu'à là, c'était de sous-estimer le fait que l'élite elle-même, elle était contrainte par un certain nombre de choses, et qu'il y avait d'autres groupes qui étaient tout à fait aussi intelligents, qui eux-mêmes avaient beaucoup de ressources et qui eux-mêmes aussi étaient les protagonistes dans l'histoire. Et que c'est la raison pour laquelle on pensait que l'historien devait également comprendre l'histoire de ces gens-là aussi. So after I talked to Vine Deloria, I talked to a Cherokee historian, Russell Thornton, and I asked for his advice. Because part of your question is, how do you write about people who are so different than yourself? How do you give them justice? Part of the reason that history is written by the victors is that it's pretty easy for those people to think like the victors. Après l'historien Lakota, je suis allé voir un historien cherokee, Russell Thornton, et pareil, je lui ai fait part de mon projet. Et parce qu'en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on pense
à des gens différents de soi-même. L'histoire est écrite par les vainqueurs, notamment parce que c'est plus facile de penser comme les vainqueurs. And so he said, just remember, everyone involved is a human being. Remember, they're human. L'observation était, toutes les parties impliquées, c'est des humains. Tout le monde est humain. So when something happens to people, they try to figure out how to adapt to it, how to make it work out for their own goals. Differences from the past is that the people in the past's goals were different than our goals. So they're trying, just like you and I do, to make their way in the world, but the direction they want to go is often quite different. Et la question, c'est comment est-ce que des gens à qui une situation s'impose s'adaptent à cette situation et essayent quand même de poursuivre leurs propres objectifs. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les objectifs du passé n'étaient pas les objectifs d'aujourd'hui, d'où des stratégies différentes. So when my ancestors came to Massachusetts, there had just been an epidemic, and they landed on a deserted village, and they thought, how do we survive? And their first thought is, dig up the graves and get all the food that's buried in the graves. Quand mes propres ancêtres sont arrivés dans ce qui est aujourd'hui le Massachusetts au début du XVIIe siècle, il y a une épidémie qui venait de ravager le coin. Le village qu'ils ont trouvé était vide. Ils avaient très faim et ils se sont dit on va ouvrir les tombes et puis on va déterrer la nourriture qui avait été déposée comme offrande dans les tombes. So the impulse to survive, very familiar. The means seem a little strange to me. Donc l'instinct de survie, ça tout le monde connaît. Par contre, les moyens pour y parvenir, là, ça paraît un peu bizarre dans ce cas précis. And when did you, Charles, notice that there was a change in the vision? History was the attention history was paying to native peoples. Et quand vous êtes-vous rendu compte, Charles Mann, qu'il y avait dans les livres d'histoire aux États-Unis et dans les travaux des historiens un changement de point de vue par rapport au monde indien? Par exemple, il n'est pas là aujourd'hui parmi nous, malheureusement, mais le grand intérêt des travaux de Pekka et Meleinen, ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'histoire post-coloniale. Et pendant longtemps, on va dire que les deux tribus auxquelles Pekka et Meleinen a consacré des livres, qui sont les Comanches et les Lakota, les Sioux, étaient considérés comme étant des personnages finalement un peu accessoires de la grande histoire américaine. Et l'intérêt des travaux de Pekka et Meleinen, c'est finalement d'écrire l'histoire avec ces peuples au centre de cette histoire. Et de voir comment, par exemple, tant pour les Comanches que pour les Sioux, leur vision du monde était radicalement différente de celle des Blancs, qu'ils avaient leurs propres objectifs, à la fois diplomatiques, économiques, basés sur l'échange, sur la traite, leurs propres idées en tête, comment finalement se servir de ces Européens, comment obtenir auprès d'eux des marchandises et des armes qui leur permettent de combattre leurs propres ennemis, comment se servir de la diplomatie et de la guerre de la même façon que les Européens avaient de le faire, et finalement d'instaurer dans le contexte historique l'idée non pas de puissances européennes qui combattraient des sauvages, mais d'avoir l'idée de puissances européennes confrontées à des puissances indigènes. De quand ça date, cette nouvelle façon de voir les choses, Andrés Reséndez? I'm sorry. In fact, when Charles and I talked about this earlier this morning, and some of the ideas that have come out here with Francis and others that have come out here, we have come up with a laundry list of do's and don'ts about writing Native history. One of them is, first of all, the essential humanity of everybody who was there, both 16th century Europeans and natives who participated in these encounters, number one.
Number two, they were every bit as intelligent as we are. We are not smarter because we're in the 21st century. The intervening 5 centuries is very little time for them to fundamentally change their brain. So they were essentially us. Number three, because we are in France and in the United States as well, the vast majority of people would kind of find it more naturally inclined to identify with 16th century Europeans than with 16th century natives. Nonetheless, 16th century Europeans were very different from us, and this is something that we can easily lose sight of. And number four, which is the one that Francis was alluding to right now, is that native peoples because they were every bit as intelligent and every bit as resourceful as we are, they incorporated and adapted to the new circumstances. And that means exactly what Francis was implying. These indigenous peoples who may not have had horses and firearms in the 16th century, over the course of the 17th and 18th centuries were able to acquire these new technologies of warfare, and they were able to create these equestrian empires that Pekka is writing about. They were able to adapt, they were able to become major players in the business that I study, the business of procuring native slaves and selling them to either other Europeans or to other indigenous groups. So they clearly adapted and changed radically during this. So we have to resist the urge of viewing Native Americans as static, frozen in time in the 16th century. En fait, Charles et moi, quand on a discuté ce matin, et puis même avant en fait, de venir, avec Francis et d'autres, quand on a discuté de quoi on allait parler, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous nous sommes tous mis d'accord, qui est une sorte de liste des choses à faire et à ne pas faire. Alors, la première, en fait, on l'a déjà dit, c'est l'humanité de toutes les personnes qui sont concernées. Le fait qu'ils étaient tout simplement des humains, qu'il s'agisse des Européens du XVIe siècle que des populations indigènes, et le fait également aussi qu'ils étaient aussi intelligents que nous. Il ne faut pas se dire que parce que nous, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes plus intelligents que eux. Les 5 siècles qui nous séparent d'eux n'ont pas permis à nos cerveaux d'évoluer aussi vite. Donc, côté intelligence, c'est exactement la même chose. Et puis, ici, on est en France, mais c'est la même chose aux États-Unis. Ce serait assez facile, assez naturel de s'identifier plus aux Européens, quand on étudie cette histoire, de s'identifier plus aux Européens du XVIe siècle qu'aux indigènes du XVIe siècle. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que les Européens du XVIe siècle étaient également très différents de nous. Et puis la troisième chose, c'est ce dont parlait Francis tout à l'heure, c'est que les populations indigènes, ils étaient aussi intelligents que nous, ils avaient autant de ressources que nous, et ils ont été tout à fait capables de s'adapter aux nouvelles circonstances. Comme Francis l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas de chevaux et qu'ils n'avaient pas d'armes à feu au départ au XVIe siècle qu'ils n'ont pas réussi à en acquérir par la suite au XVIe et au XVIIIe siècle. Ils ont pu acquérir la technologie qui leur a permis d'être une force importante dans la guerre qui se menait par rapport donc, au XVIIe, XVIIIe siècle. Ils étaient beaucoup plus capables de faire la guerre qu'au XVIe siècle. Et c'est d'ailleurs de ça que parle Pekka dans son travail, c'est l'empire équestre, sur le fait qu'ils ont réussi donc, à obtenir des chevaux. Et donc ça, c'est très important, c'est une part très importante de l'histoire aussi, parce qu'ils étaient par exemple eux aussi capables d'acheter des esclaves et d'en fournir également, que ce soit aux Européens ou à d'autres peuples indigènes. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont été capables de s'adapter, ils ont été capables de changer tout au cours de cette période. Ils ont appris à trouver les moyens de résister. Il ne faut pas les voir comme quelque chose comme un groupe statique et penser qu'ils sont restés comme ils étaient au départ au XVIe siècle. Charles?
Just to amplify something that you were saying is that when you're talking about Native people, it's just like, in a certain way, when you're talking about French people or American people, it's a moving target in that if you're talking about what Americans were like in 1900 or 1800 or 2000, yes, there's a certain continuity, but they're also quite different. Toutes ces appellations, en fait, les peuples indigènes, les Français, les Américains, tout ça, c'est des appellations génériques. En fait, c'est des cibles mouvantes en permanence. Les Américains de 1800, de 1900, de 2000, il y a une continuité, évidemment, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de différences. So an example that springs to mind is after the American Revolution, Americans come into the Great Plains and they want buffalo. And it discovers there's a worldwide market for buffalo furs because this is before central heating and they're incredibly warm. And in a space of a couple decades, the Lakota, the Blackfeet, the Cree set up these incredible buffalo processing industries run by women. The men are usually going out and procuring them, that are first-class global multinational industries that reach across the world, and then they bring in goods from the forts there. So if you go to this tiny fort in Nebraska, there's tea from China, there's silver from England, there's just, it's one of the most globalized places that you can be, and this all happens overnight. And it's because the people involved have found a way to get what they want, and they transform themselves utterly. And then disease sweeps in, knocks people's societies apart, and they recombine themselves again. So that there's this incredible story of perseverance, but also of change. Un exemple, à mon avis, qui montre bien ça, c'est l'exemple des bisons et en fait de la demande mondiale pour les bisons. Il n'y avait pas de chauffage à l'époque. Et donc il faisait froid, et donc pour se chauffer, en fait, les bisons c'était super. Et donc il y a tout un tas de tribus, les Blackfeet, les Cree, les Lakota, qui se sont rendus compte qu'en fait ils pouvaient commencer ce qui était finalement des multinationales. Les femmes les hommes allaient chasser, les femmes découpaient les carcasses et expédiaient finalement partout dans le monde. Et donc ça fait que dans des tout petits forts américains qu'on trouvait dans les grandes plaines, par exemple au fin fond du Nebraska, on pouvait trouver du thé qui venait de Chine ou de l'argenterie anglaise, et ça s'est fait pratiquement du jour au lendemain parce qu'il y avait une occasion, il y avait une chance commerciale à saisir. Bon, après il se trouve que les maladies sont arrivées, ont décimé un peu tout le monde, les tribus se sont recombinées, donc c'est l'histoire de la résistance au changement, et c'est la résistance du changement en même temps. The funny story is that in the early 20th century, there was a photographer named Edward Curtis who went out and photographed all the native peoples that he could find. And when he got to the Blackfeet, they had a constant problem. He wanted to show them as pure, their unchanged essences. And they wanted to be photographed with things that they liked. And then what did they like? Cuckoo clocks, Swiss clocks. And if you look at the negatives, there's clocks all over them. They just really like them. And his view of history was he had to erase them. And so all the prints that he made have no clocks in them because he couldn't fathom the idea that they were modern people who had modern, untraditional tastes. Et au tout début du XXe siècle, il y a un des premiers photojournalistes américains, Curtis, qui a documenté justement les peuples indigènes tels qu'ils existaient encore, et il voulait photographier les Blackfeet. Et lui, dans son imaginaire, il allait voir une peuplade encore pratiquement non touchée par la modernité, sauf que pas du tout. En fait, ce que les Blackfeet adoraient à l'époque, c'était les coucous suisses. C'était les horloges sur pied suisses. Et donc, sur tous les négatifs, en fait, il y a des coucous suisses partout. Mais Curtis, lui, évidemment, il voulait pas imprimer ça. Donc, il a enlevé les coucous suisses des négatifs, de manière à ce que les épreuves, une fois imprimées, puissent déblayer tout ça, toutes ces traces de modernité. So don't be like Curtis when you write history. Donc, il ne faut pas faire comme Curtis quand on veut écrire de l'histoire, il faut être plus fidèle que ça. Alors, on le voit aujourd'hui, l'histoire fait de plus en plus appel à d'autres disciplines. C'est-à-dire l'histoire se nourrit de travaux scientifiques, de travaux démographiques, de travaux biologiques, de travaux archéologiques, de travaux qui sont basés sur des
archives. Est-ce que c'est, selon vous, comment ces nouvelles disciplines enrichissent l'histoire? Est-ce que vous-même, dans vos travaux, vous faites appel à elles? Yes, I think this is indeed revolutionizing our ability to write history. And let me give you a couple of examples. So one of them is not long ago, and by that I mean 30 years ago, our understanding of the initial peopling of the Americas was very rudimentary. I mean, there were theories based on linguistics about 3 waves coming to the Americas. There were all kinds of crazy theories about castaways coming into South America. But it was really with the onset of genetics and the ability to really look at genetic markers that we really started making a serious headway into this story, trying to, first of all, push back the accepted dates of initial arrival of humans into the Americas. So I think biology has a tremendous, and now I participated in some of the early work in a very marginal way in the merging of history and genetics. But now the genetic methods are far more sophisticated than when I was doing that. So you can really fine-tune, you can learn, you can track population movements in ways where there are no records. So through bones, you can track population movements in ways that would be absolutely impossible with linguistics or with history or with anthropology. So I think we are at the cusp of a very exciting moment in which the sources available to us are far more plentiful, and we will be able to tell a fuller story because of that. Oui, effectivement, je pense que nous sommes en train de vivre une révolution dans notre capacité à écrire l'histoire. Quelques exemples que je pourrais vous donner. Le premier, c'était en fait il y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire à l'échelle de l'histoire, on va dire il y a 30 ans, quand on essayait de comprendre les premiers peuples qui étaient arrivés aux Amériques, on était assez limité. Par le nombre de techniques qu'on pouvait utiliser. Bon, il y avait la linguistique, et puis donc on voyait qu'il y avait trois vagues à peu près, et puis il y avait aussi une théorie sur des naufragés qui auraient échoué en Amérique. Mais ce n'est que grâce à la génétique et aux marqueurs génétiques qu'on a pu faire des vraies avancées d'un point de vue historique, et ça nous a permis de repousser la date de l'arrivée des premiers humains aux Américains. Et donc la biologie a eu un impact extrêmement important de ce côté-là. Et puis maintenant, en fait, moi, j'ai également participé de manière assez marginale à cette fusion de l'histoire et de la génétique. Mais maintenant, il y a des avancées beaucoup plus importantes qu'à l'époque où moi, j'ai commencé à faire ça. C'est-à-dire qu'on peut maintenant suivre l'avancée d'une population, ses mouvements, même s'il n'y a pas d'archives. Et ça, c'est grâce à l'étude des os. C'est-à-dire que ça permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles quand on n'avait que l'histoire, la linguistique ou l'anthropologie. Donc je pense que c'est vraiment l'aube, le début d'une période extrêmement enthousiasmante qui va permettre de vraiment modifier la façon que nous avons de voir les choses. I'd like to add that it goes the other way too, that biologists are learning about history and geneticists and so forth. And I'll give you an example. I have a friend, Susanna Hecht, at Alors, juste pour vous UCLA. dire, ça marche dans les deux sens. Je crois aussi que la biologie s'inspire et s'instruit de ce que font les historiens. Je vais vous parler de mon amie Susanna Hecht, qui enseigne l'histoire à UCLA. Who studies the Amazon, the lowland Amazon. And she was brought in as a consultant to form parks. And they want to make the parks of undisturbed nature. And the biologists are all studying it. And she says, this is not undisturbed nature. And she goes into the archives
in Manaus and finds photographs. And the reason is that it's not undisturbed is that steamships go up the Amazon and they needed wood and they cut the wood. And so they deforested huge areas. And so all of these areas that the biologists had believed were pristine had in fact been leveled less than a century ago. And all of the results were wrong. And their understanding was completely wrong because they didn't know any history. And so it's important to know that while historians are benefiting from biology, I think the biologists need the historians even more. Je vais vous raconter cette anecdote qui illustre ce que je veux dire. Donc cette amie à moi a été appelée comme consultante dans le bassin amazonien pour créer des parcs de biodiversité. Donc il y avait des biologistes qui travaillaient avec elle. Et les biologistes avaient identifié les zones qu'ils voulaient mettre de côté, qu'ils voulaient laisser protégées pour l'avenir du côté de Manaus. Et puis elle arrive et puis elle dit, mais vous savez, la nature dont vous parlez, c'est pas du tout une nature vierge en fait, parce qu'il y a un siècle, il y avait des bateaux à vapeur qui remontaient le fleuve, qui avaient besoin de bois pour fonctionner tout simplement. Et donc en fait, il y a des tas de zones de forêt qui ont été complètement rasées à blanc. Et donc ce que les biologistes prenaient pour une nature vierge, en fait, n'en était pas du tout une. Et donc leur perception était fausse du fait qu'il leur manquait les données historiques. Et vous, dans vos travaux, Charles Mann, ces nouvelles disciplines dont on parlait avec Andrés Reséndez, est-ce qu'elles ont contribué à enrichir votre vision? These new disciplines, did you use them in your own works and research? The biology. Yeah, biology Yes. and genetics and So this is where a journalist has linguistics, an advantage. why not? Yeah, this is where a journalist has an advantage because people in academia, they have their own institutions, and if they write a paper in collaboration with biologists, their superiors say, oh, we don't know how to evaluate this. We don't know what to do with this. But a journalist doesn't care. We have terrible reputations, and so what can we do to make them worse? Alors oui, mais moi je suis journaliste et donc ça me donne un avantage parce que dans le monde universitaire, les gens en principe raisonnent, travaillent en silo, ils écrivent dans leur propre discipline, alors que moi je peux tout mélanger. De toute façon, les journalistes ont déjà une réputation infecte, donc ça ne peut pas être pire. You wanted to add something, Andrés? I did. I think I think we all have our personal point of contact. So my father was a biologist, and I secretly suspect that he was deeply disappointed that I didn't go into the hard sciences and I became a historian. So in order to make it up to him, I think I became a historian, but I became very biologically oriented. And so that's why I became involved into these molecular marker work. And now I am quite fascinated by the transfer of plants across the Pacific. So in my work, I'm using a lot of biology, in my future work, a lot of biology to try to understand how plants from the New World really transformed, something that Charles has also written about, Asia, and paved the way for this population boom that occurred in China in particular with very highly productive New World crops. And so biology does loom into my work for, again, very personal reasons like Charles. Oui, en fait, je pense que nous avons tous un point de contact un peu différent personnel. Moi, mon père était biologiste et je pense en fait qu'il a été très déçu du fait que je me sois pas tournée vers une science exacte et que je sois devenue historien. Donc pour me rattraper, en tant qu'historien, je suis un historien qui s'intéresse à la biologie. Donc je m'intéresse beaucoup à toute cette question des marqueurs moléculaires. Et je dois dire qu'actuellement, ce qui me fascine énormément, c'est le transfert des plantes du Pacifique. C'est-à-dire que ce sera donc dans mes travaux à venir. J'essaie d'étudier comment les plantes du Nouveau Monde ont été transposées en Asie, et Charles en parle aussi, je crois, qui ont permis, je pense, une expansion très forte de la population grâce à des plantes qui étaient cultivées pour être utilisées comme nourriture, qui au départ provenaient du Nouveau Monde.
et ont été transférés là-bas. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que nous avons tous des raisons en fait très personnelles de nous intéresser à cela, chacun la nôtre. Alors, pour conclure ce temps d'échange, j'aimerais que il nous reste une dizaine de minutes, nous ramène au commencement de cette rencontre, quand on a eu ces jeunes chanteurs qui sont venus interpréter un chant parmi nous. La question des voix autochtones, dans l'histoire, elle a souvent été périphérique, comme si finalement, ça n'était pas vraiment eux qui pouvaient, c'est pas vraiment ces voix, pardon, qui pouvaient, elles, constituer le point central du récit. Ce qui a changé dans l'histoire telle qu'on l'écrit aujourd'hui, c'est qu'on redonne une place importante à la voix des autochtones, aux voix amérindiennes. C'est-à-dire qu'on accorde de l'importance à toutes ces voix qui ont été consignées dans le passé. C'est vrai qu'au XIXe siècle, beaucoup d'ethnologues, d'anthropologues, et même plus tôt encore, sont allés rencontrer des chefs, des guerriers, des leaders spirituels, des femmes, ont recueilli leurs souvenirs, se sont intéressés à la tradition orale, à la cosmogonie, à la religion, à la spiritualité, à la philosophie. Et on sent bien aujourd'hui qu'on redonne dans l'histoire, dans l'histoire qui se fait aujourd'hui, une place centrale à ces voix qu'on a longtemps ignorées. Quel avis avez-vous sur la question? I think that there are two things that are unfolding and that will continue to unfold, two trends. One of them, as you said, Francis, was the move away from recounting the history of the New World as one in which Europeans arrived into an empty continent and moved eastward or whatever direction it is. So I think that has taken a long time. We have made some progress, considerable progress, but I think this trend still has some legs. It will continue to go, and native peoples, we will understand better the geography, the native geography that the Europeans encountered and had to deal with. And we will be more attuned to the enormous differences, because, I mean, something we really haven't touched on here, which is that it is not the same to encounter these heavily urban city-states that Charles was talking about to nomadic groups in other parts of the Americas. So we will be more attuned to that, and we will narrate our story based on indigenous peoples at the center. So that's one. I think the other axis is that this is already the early modern period is a very global period. And yet, in our own disciplinary understanding of these empires, there's still very stark divisions between those who do the French Empire in the Americas and the British Empire in the Americas and the Spanish Empire and the Dutch. So I think we still have some ways to go to understand just how permeable and how global and how international and how things that occurred in one part of the empire affected other empires or other peoples. So I think those two trends will continue in the next few years as we... Oui, en fait, je pense qu'il y a en fait deux choses qui, en gros, sont deux tendances qui vont continuer. Et vous en avez parlé tout à l'heure, Francis, c'est que quand on parle de l'histoire du Nouveau Monde, on a tendance à voir ça comme les Européens qui sont arrivés dans un continent qui était vide et graduellement se sont déplacés vers l'Est ou dans d'autres directions. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait depuis longtemps, et même s'il y a beaucoup de progrès qui a été fait, je crois que ça va continuer encore, que cette tendance va continuer à exister, même si on commence à mieux comprendre exactement la géographie dans laquelle vivaient ces peuples indigènes, et qu'on commence à mieux comprendre qu'il y avait quand même une grande différence entre ceux des Européens qui sont arrivés dans ce que Charles a décrit comme étant des centres urbains,
qui étaient des cités-États, et puis ceux qui sont tombés sur des groupes nomades dans d'autres coins des Amériques. Donc ça, c'est l'histoire, c'est une façon de regarder l'histoire des peuples indigènes qui a existé et qui va continuer à exister. Mais il y a une autre chose, en fait, c'est que cette période moderne, le tout début de cette période moderne était en fait déjà extrêmement mondialisé, beaucoup plus que ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Même si effectivement il y avait, comme vous l'avez dit, les Anglais, les Espagnols, les Français, les Hollandais, il faut bien comprendre que finalement tous ces mondes-là étaient quand même assez perméables, étaient assez mondiaux, assez internationaux, et que les éléments qui avaient un impact sur un empire avaient un impact sur les autres empires. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on va plus continuer à étudier à l'avenir. Charles? Another thing, I very much agree with what you said, and then I would add, because, you know, people always like to add. Je vais rajouter quelque chose, ça se fait de rajouter sur ce qui a été dit, donc Is that there's been in history this very strange idea of prehistory, that when there's no written records, they don't have history, I think, and that's anthropology or archaeology or anyway, something else. And one of the oddities about prehistory, especially for indigenous people, is that they don't seem to have any independent political action or thought. And so, an example. oui, il y a ce mot qui moi, m'intrigue beaucoup, on parle de préhistoire, quand apparemment il n'y a pas de trace écrite. Et s'il n'y a pas de trace écrite, bah, du coup, c'est pas de l'histoire, on dit c'est de l'anthropologie, c'est de l'archéologie. Et ça s'applique particulièrement bien aux peuples indigènes qui apparemment n'avaient pas de pensée politique ou d'action politique indépendante. So an example of prehistory is Chaco Canyon in the U.S. Southwest. It's on the San Juan River, and it's dozens and dozens of absolutely enormous castles, essentially, in which rich people, kings, lived. And around year 1000, everybody left. Un exemple que j'ai envie de prendre, c'est celui de Chaco Canyon, un canyon sur la rivière San Juan, dans le Nouveau-Mexique, qui en fait est rempli de ce qu'on peut appeler des châteaux, en fait, où vivaient les riches, et où vivaient les rois d'une certaine époque, et aux environs de l'an 1000, tout le monde a disparu. And then they left, and so if you ask archaeologists, they say, oh, there was drought, and they couldn't live there anymore. But if you ask the Dine, who live there now, they say there was a revolution, a political revolution. They got tired of being ruled by kings, and they left. They said, we're not here anymore. And the difference is, one is of people who are pushed around by natural forces, passively accepting whatever happens to them, and the other is of independent people charting their own course. And I like to imagine that history is gradually recognizing that even people who may not use writing make independent political decisions for themselves about how they want to live. Et alors, si on demande par exemple à des archéologues ce qui s'est passé, ils vont dire bah, il y a eu une sécheresse. Alors que si on interroge les gens qui vivent encore dans le secteur aujourd'hui, ils vont dire ben non, en fait, il y a eu une révolution. Les gens en avaient assez de vivre sous le joug des rois, et donc ils sont partis. Et quand même, ça change tout, parce que la première interprétation, c'est une interprétation passive, dans laquelle les humains sont soumis à des forces qui les dépassent, et donc ils subissent. Alors que dans la deuxième lecture, ils sont indépendants, et c'est eux qui prennent en main leur propre destinée. Et moi, j'aimerais bien qu'on arrive quand même à accepter l'idée que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de traces écrites qu'il n'y a pas eu de décision indépendante. Ça, c'est une magnifique conclusion à cette rencontre. Cette histoire des Indiens d'Amérique du Nord, elle est passionnante. C'est en partie aussi, d'une certaine manière, notre histoire à nous et l'histoire du monde qui est le nôtre. Je vous invite vivement à découvrir les livres de nos invités. 1491 de Charles Mann, L'autre esclavage, une histoire de l'asservissement des Indiens aux Amériques d'Andrés Reséndez, et Le rêve indien de Cabeza de Vaca, le premier aux éditions Albin Michel et le deuxième aux éditions Anacarsis, à découvrir le livre de Pekka Emeleinen, L'Amérique des Sioux, nouvelle histoire d'une puissance indigène, aux éditions Albin Michel. Vous pourrez les retrouver, ces auteurs, au Salon du Livre dans les minutes qui viennent.
J'aimerais vous remercier d'avoir pris part à cette rencontre, remercier la qualité des interprètes qui étaient avec nous en plateau. Et puis, je vous souhaite eh bien, de continuer ce voyage à travers les livres des auteurs qui nous ont fait le plaisir d'être à Vincennes pendant ces 4 jours. Merci à tous.